Chers amis de l'économie, bonjour. Yves Verrier, le numéro 1 de Force Ouvrière, est mon invité pour 35 minutes. Alors, plusieurs grands dossiers au menu de nos échanges. Monsieur Verrier, d'abord le statut des fonctionnaires. Nous allons revenir sur un sondage publié hier par les Échos. Il semble que les Français soient prêts à un changement de posture dans ce domaine, jusqu'à la remise en cause d'ailleurs du statut des fonctionnaires. Nous parlerons aussi des négociations de l'assurance chômage. Retour demain autour de la table des négociations pour les partenaires sociaux. Alors vous savez qu'il y a un conflit autour du bonus-malus, les contrats courts ou ultra-courts. Il semble que le MEDEF, toujours selon les Échos, reviendrait demain avec une proposition de formation pour les chômeurs entre deux contrats courts. Peut-être pas de nature à donner satisfaction aux syndicats, notamment à la CFDT, à Force Ouvrière. Et puis, troisième dossier, les entreprises ont abondamment profité du dispositif Macron et ont versé des primes défiscalisées, désocialisées. Le titre de cette émission aujourd'hui, c'est « De la protection des statuts à celle des personnes », peut-être un des enjeux que je connecterai d'ailleurs à la deuxième partie de l'émission. Je recevrai Erwan Tison, auteur de « Les robots, mon emploi et moi ». Erwan Tison, donc, qui est l'auteur de cette étude minutieuse sur l'impact de la robotisation sur le monde du travail. Vous me donnez votre avis, 4 26 26, Twitter, @PascalPéry, #Périscope. Et vous avez répondu aujourd'hui sur Twitter à cette question que je vous posais, directement inspirée de notre premier sujet de conversation. Faut-il réserver, j'ai été encore plus précis, faut-il réserver le statut de fonctionnaire aux seuls agents des services régaliens de l'État? Alors je me suis reporté aux définitions de sciences politiques. Qu'est-ce que c'est que les services régaliens de l'État? C'est la justice, sécurité intérieure et extérieure, la diplomatie et le budget. Ça ne fait pas beaucoup. Il n'y a pas la santé, il n'y a pas l'éducation nationale. Mais évidemment, ça peut se discuter. Vous avez été presque 900 à voter et vous me dites oui à 65%. Yves Verrier, revenons un peu sur ce sondage OpinionWay pour les Échos. 57% des personnes interrogées, ce n'est qu'un sondage, bien sûr, ce n'est pas un vote, encore moins un référendum. 57% des personnes interrogées en France disent qu'elles seraient favorables à la fin du statut des fonctionnaires. Vous qui êtes très présent dans l'univers de la fonction publique hospitalière, fonction publique d'État aussi, qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai souvent l'habitude de dire attention aux sondages, aux questions qui sont posées et aux réponses qui sont données. On dit on est pour la réforme du statut ou la suppression du statut des fonctionnaires. Mais est-ce qu'on sait, quand on pose la question, ce que c'est que le statut des fonctionnaires ? On pense, j'imagine, souvent à la garantie de l'emploi. Oui, un emploi à vie, c'est ce qu'on pense. Oui, bien. Oui. Je vous signale au passage que beaucoup de concours de la fonction publique sont très prisés parce que qu'attendent les salariés aujourd'hui, les jeunes quand ils rentrent dans la vie active, c'est un emploi stable. On va parler en deuxième partie de la question des contrats courts dans les entreprises. Donc, mais le statut, c'est droit et obligation du fonctionnaire. Le statut, le sens du statut, c'est non pas la protection du statut, c'est la protection de la personne. C'est vrai. Pourquoi ? Pour s'assurer que cette personne se comportera de manière neutre. C'est la neutralité de la fonction publique, c'est la continuité de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on garantit son emploi, parce que si l'emploi dans lequel il est, on garantit son grade, si l'emploi dans lequel il est amené à être supprimé pour une raison ou pour une autre, on se garantit que la continuité du service sera assurée et donc le fonctionnaire est mobilisable à tout moment sur tel ou tel emploi. Donc voilà, c'est la contrepartie aux obligations du fonctionnaire. Maintenant, il ne faut pas penser que c'est une garantie indestructible. Il y a des situations où on peut se retrouver sanctionné, voire licencié si on est en faute, bien évidemment. J'ai un petit message de Pascal sur Twitter. Je vous promets que ce n'est pas moi, c'en est un autre, qui dit « On nous amuse un peu avec le statut. Regardez, le statut des cheminots est cassé. » Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ceux qui travaillent aujourd'hui sont toujours protégés par le statut. Ce sera pour les entrants. Et il dit « Les trains arrivent toujours en retard. » Bon, voilà, c'est une réflexion parmi d'autres. Mais malgré tout, est-ce que le XXe siècle n'a pas été le siècle des statuts? On comprenait qu'il fallait construire l'État, qu'il fallait offrir une perspective longue à ceux qui travaillaient au service de l'État. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'État était le premier à garantir des retraites
pour ses agents, soit de la fonction civile, soit de la fonction militaire, et c'était logique d'une certaine façon. Aujourd'hui, on voit que la fonction publique, elle s'est diffusée partout dans le pays. Il y a la fonction publique d'État, la fonction hospitalière, mais après tout, on pourrait nous dire que le privé fait aussi bien le travail dans le domaine médical. Et puis, il y a la fonction publique territoriale. Et là, j'ai souvent des messages de gens qui me disent « Mais le cuisinier d'une cantine, le jardinier d'une ville, ont-ils besoin, l'un et l'autre, d'être protégés par un statut de fonctionnaire ?» Premièrement, il faut rappeler quand même que 20% des fonctionnaires, 1 million de fonctionnaires, sont des contractuels, c'est-à-dire en situation précaire. Quelle gloire y aurait-il, quel intérêt y a-t-il à précariser la situation des agents publics? Mais pourquoi vous dites précaire? Parce que le contrat ne garantit aucunement l'emploi, non seulement à vie, mais on a beaucoup de contrats courts dans la fonction publique, notamment dans la fonction publique hospitalière, notamment dans les EHPAD. Il se trouve que, on va en parler en deuxième partie encore une fois, mais le secteur qui est dans les secteurs qui abusent à l'évidence des contrats très courts, c'est par exemple, alors c'est pas le secteur strictement de la fonction publique, mais les EHPAD, l'hébergement médico-social. C'est le social et le médical en même temps, c'est ça. J'allais vous dire, vous voyez, j'avais noté de vous interroger sur ce point. La fonction publique, elle n'est pas toujours exemplaire dans ce domaine. Elle renvoie même le signal de mauvaises pratiques dans certains cas. Mais je ne me fais pas l'avocat du diable, mais est-ce qu'en même temps, ce n'est pas aussi la logique de production des services aujourd'hui? Le service, il n'est pas lissé sur une année. Il y a des pointes, et puis il y a des creux. On peut avoir besoin de renforts. Est-ce que, au fond, avoir recours à des gens au moment où on en a besoin pour produire un service, ça n'est pas, d'une certaine façon, une logique de bonne gouvernance pour l'État, lui aussi? Mais est-ce que la logique de bonne gouvernance, c'est systématiquement de faire retomber sur les agents publics, mais ça serait vrai dans le secteur privé, les aléas de l'activité? Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité des gestionnaires d'organiser les services pour que les agents publics, les salariés d'une manière plus générale, soient dans une activité stable, pérenne, qui leur permette aussi de se projeter dans l'avenir à titre individuel? Vous me disiez, parler de la personne. Quand on est en situation précaire, quand le contrat, on ne sait pas s'il sera renouvelé dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et c'est vrai en particulier beaucoup dans la fonction publique hospitalière, qui est un secteur sous tension aujourd'hui, où on a beaucoup parlé des conditions de travail difficiles, tendues, les difficultés de prendre des congés. Et c'est là qu'on trouve en particulier beaucoup de personnel sous contrat, qui ne sont pas des titulaires, dont le contrat n'est pas garanti, dont le renouvellement du contrat n'est pas garanti. Donc, quelle gloire y a-t-il à gérer systématiquement à l'aune de la compétitivité? On ne parle plus que de compétitivité, or on est dans le service public. Monsieur Verrier, on nous parle aussi fiscalité. Les deux éléments sont liés. Vous voyez bien ce mouvement social. Aujourd'hui, les Français se plaignent du fiscalisme à tout va, du niveau très élevé. C'est d'ailleurs là qu'il y a une réflexion à se faire. Niveau très élevé des prélèvements obligatoires et en même temps une forme d'insatisfaction à l'égard des services publics qui ne sont pas toujours assez présents. Vous voyez, il y a un rapport de coût-efficacité qu'il faut quand même traiter. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 90, et c'est un exemple qui a été copié quand on a parlé de révision générale des politiques publiques. À l'époque, c'était M. Sarkozy qui était président de la République. C'était la suppression d'un départ à la retraite sur 2. On ne remplaçait qu'un sur 2 départ à la retraite. L'exemple qui avait été pris, y compris dans l'appellation, c'était celui du Canada. Ils ont supprimé 20% des effectifs à partir des années 90 au Canada. Ils se sont heurtés à une très grande difficulté en termes de compétences, de formation, et ils ont mis une telle pression sur les fonctionnaires restants, notamment plus jeunes, qu'ils ont été confrontés à des problématiques de santé au travail, de burn-out. Écoutez-moi bien, ils ont repris les recrutements, et aujourd'hui, eh bien, il y a autant de fonctionnaires au Canada qu'il n'y en avait avant la politique de suppression des 20% en question. Donc, voyez, quand on prend un exemple au départ, eh bien, peut-être faut-il prendre l'exemple à l'arrivée aussi. Bien sûr, il faut suivre. Encore une fois, on a besoin de personnel soignant, on a besoin que les routes soient entretenues, on a besoin... Vous parliez d'impôts. Les fonctionnaires des finances ont travaillé tellement bien qu'on n'a pas le gros bug que tout le monde craignait sur le prélèvement à la source. Et maintenant, on leur dit, merci messieurs, on supprime, mesdames, on supprime vos emplois. Nous avons... Pas tous.
Pas tous, Yves Verrier. Non. Le projet du gouvernement, c'est quand même de supprimer 120 000 emplois d'ici la fin du quinquennat dans la fonction publique. Monsieur Verrier, vous savez comme moi que ça ne se produira pas. On arrive péniblement à supprimer 4 à 5 000 emplois par an. Les 120 000, c'est un mythe. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Alors, pour toutes les raisons que vous évoquez. J'espère bien qu'on n'y arrivera pas. Mais si on n'y arrive pas, c'est justement pour les raisons qui sont... qu'à l'arrivée, on a besoin de cette force de travail. Et je vais vous dire, dans beaucoup de communes, de départements, vous savez, l'emploi public, quand vous le supprimez, c'est 3, 4, 5 emplois autour induits qui sont supprimés derrière. Oui. Il faut penser à ce que représente là l'hôpital, là le bureau de poste, etc. en termes d'activité. On a fait une action originale, on a fait une marche du Havre à Paris au mois de février, de service public en service public. Ce qui nous a frappé, c'est que dans pas mal de communes de petite taille, moyenne, le bureau de poste a fermé, les commerces ont disparu et maintenant c'est les panneaux sur les maisons à vendre. C'est l'actualité que vous décrivez. Exactement. L'actualité, c'est celle des Gilets jaunes actuellement qui disent pour certains que, en effet, les services publics ont disparu. Et au fond, leur vrai problème, c'est de dire on paye des impôts, mais on n'a pas la contrepartie. Alors, vous avez raison de dire en même temps, on l'évoquait hier avec le géographe Jacques Lévy, que les services publics permettent de rééquilibrer les territoires. Il y a moins d'inégalités de territoire parce qu'il y a malgré tout un peu de dépenses publiques, un peu de commandes publiques et des services publics dans les territoires. Vous m'avez parlé du Canada, je voulais vous emmener en Suède. J'ai reçu ce matin un message très intéressant, un tweet d'un fidèle de cette émission qui dit, voilà, depuis 1993, 90% des fonctionnaires en Suède sont recrutés par contrat de droit privé, donc c'est la fin du statut tel qu'on le connaît ici. Les salaires sont réalisés sur la base du mérite, des résultats, avec une retraite à points. C'est d'ailleurs l'idée des comptes notionnels, dans le cadre d'agences décentralisées, autonomes, dotées d'un budget global. Eh bien, je pense que c'est un exemple à regarder. Je ne vous dis pas que nous sommes suédois, c'est un petit pays, 8 millions d'habitants, il n'y a pas la même tradition. Malgré tout, il y a quand même une tradition social-démocrate. En Suède, c'était le pays d'Olof Palme, c'était le pays des expériences socialistes du Nord. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans certains cas, par exemple pour tout ce qui est service public de proximité, des collectivités locales, développer des agences avec des contrats de droit privé qui comporteraient probablement autant de protection qu'un statut? Mais d'accord. Alors, si à l'arrivée, on crée un contrat qui contient autant de protection que le statut, vous allez me dire pourquoi je ne vois pas bien ce qu'on a gagné ou perdu dans l'affaire. Il faut savoir que le taux d'emploi public dans les pays nordiques, notamment en Suède, est supérieur à celui que nous connaissons en France. En France, on est au-dessus de la moyenne européenne. On est plutôt à 80 pour 1000 habitants. La moyenne européenne, c'est à 60 pour 1000 habitants. Les pays qui sont en dessous, c'est plutôt l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Mais tous les pays nordiques sont plutôt au-dessus. Ce n'est pas exactement le même statut, vous l'avez dit, mais c'est de l'emploi public. Mais vous avez probablement visité ces pays comme je l'ai fait. J'ai été frappé par la capacité de la population à accepter l'impôt. Mais j'ai été frappé aussi par la performance des services publics. Et au fond, quand on a en face de soi des services publics très performants, comme c'est le cas en Suède ou au Danemark, la propension à payer l'impôt est toujours un peu supérieure. Ce qui me frappe dans notre situation, et ce débat qu'on a aujourd'hui est un débat un peu dérivé du mouvement social aujourd'hui, c'est que pour une partie des Français, ces services publics ne sont plus tout à fait aussi efficaces. C'est d'ailleurs la deuxième infographie que je voulais vous montrer sur l'efficacité des services publics, sur la qualité des services publics. Beaucoup disent qu'ils ont évolué, vous voyez, 62%, qu'ils ont évolué de façon plutôt négative. Comment on répond à ça? Vous savez, l'évolution négative, elle tient à quoi? On parlait du mouvement des Gilets jaunes. L'éloignement. C'est-à-dire que beaucoup de services ont fermé. Les bureaux de poste ici, les maternités là. On vient encore d'annoncer la fermeture d'une maternité à Bernay, un bureau de centre des impôts ici, etc. Donc, quand le service public n'est plus là, la réponse à la question, elle est effectivement, ça s'est dégradé. Quand il n'y a pas assez de moyens, que le service public, on fait la queue, ou les routes ne sont plus déneigées en temps et en heure, évidemment, c'est un coût. Mais l'usager, lui, on a parlé beaucoup des 80 km/h, mais quand la route, elle n'est pas déneigée, parce que le service public, eh bien, on a supprimé des moyens, on n'est plus en capacité de l'assurer comme on l'assurait auparavant, eh bien, effectivement, le résultat, c'est le service public s'est dégradé. Donc, à un moment, il faut quand même se poser la question. Vous nous dites l'acceptation de l'impôt dans les pays nordiques par rapport à la qualité du service public. On a vanté
systématiquement la qualité des infrastructures françaises, résultat des politiques publiques. On a un système de santé dont le président de la République disait il n'y a encore pas si longtemps, et il a raison là-dessus, qu'il est le meilleur, l'un des meilleurs, sinon le meilleur au monde. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, pour un coût rapporté au PIB par habitant bien moindre, par exemple, qu'aux États-Unis, où la couverture est bien moindre. Il y a 6 points de plus dans le PIB aux États-Unis pour les dépenses de santé. On n'a pas à rougir de la qualité de notre service public. Il se dégrade du point de vue de l'usager au quotidien pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et je ne suis pas du tout sûr, au contraire, que réformer ou supprimer le statut, il changera quelque chose. Alors, dernier élément, mais je le porte à votre connaissance, ça vous apportera probablement un peu de réconfort. Quand on parle du nombre de fonctionnaires, les réponses sont quand même moins claires. 50%, plus de 50% des Français interrogés considèrent qu'on a juste ce qu'il faut en termes de quantité de fonctionnaires ou qu'on n'en a pas suffisamment. Je peux vous dire juste un mot. Il y a un sondage chez Vipov qui sort habituellement qui nous met très bas les syndicats, les médias, les politiques. Et ce qui est en tête pour la population dans ce sondage, c'est par exemple le service hospitalier. Bien sûr. Alors, deuxième sujet, je voulais qu'on évoque la question de ces fameux contrats courts. Vous revenez demain à la table des négociations avec le MEDEF. On va refaire un petit peu d'histoire. Le MEDEF a quitté la table des négociations en prétextant une déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait confirmé l'idée du bonus-malus. Le MEDEF dit en substance, si on nous annonce les règles du jeu avant même qu'on ait négocié, il n'y a plus de négociation. Le MEDEF est reparti, revenu. Il revient demain manifestement avec une proposition sur ces contrats courts, voire très courts. Sa proposition porterait sur des outils de formation entre 2 contrats très courts pour les gens qui, dans les métiers de service, par exemple, ou les métiers de la restauration, sont appelés à des contrats parfois pour une journée et même, dans certains cas, pour une demi-journée. D'abord, vous y serez, bien sûr. Bien sûr. Nous, on va négocier. On va défendre... Et comment vous arrivez dans quel état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de Force ouvrière? Dubitatif. Parce qu'on a quand même le sentiment qu'on est dans un jeu de théâtre depuis pas mal de temps. On savait qu'on était dans un cadrage compliqué, à la fois parce que le gouvernement veut nous imposer à nouveau 1,3 milliard d'économies tous les ans, alors qu'on est déjà sur une convention qui prévoit de l'ordre de 400 millions d'économies qui court en ce moment. Et de l'autre côté, le bonus-malus, on savait depuis le début, le président de la République l'avait annoncé, y compris pendant sa campagne, donc la surprise du MEDEF n'est pas vraiment une surprise. Donc aujourd'hui, on est un peu dubitatif parce que nous, on a proposé un véritable système bonus-malus qui a enfin été évalué par l'UNEDIC, qui montre que 82% des entreprises seraient favorisées avec un bonus et 17% à peu près seraient pénalisées avec un malus. Vous avez le profil de ces 17% d'entreprises? C'est quel type d'activité? C'est pas surprenant, c'est plutôt du côté du commerce, de l'hébergement, de la restauration, notamment, je le disais tout à l'heure, de l'hébergement médico-social. Et donc, si on met des fonctions là-dessus, c'est des gens qui travaillent comme accompagnants ou... dans l'hôtellerie-restauration, vous voyez bien. Ça. Alors oui, mais vous parliez du domaine médico-social. médico-social, c'est tous les métiers. Il y a beaucoup de métiers. Ça peut être l'entretien des locaux, mais ça peut être le service à la personne, bien évidemment. Mais sur ces métiers-là, j'ai bien conscience de votre remarque, et je comprends que ça pose un problème d'abord à ceux qui travaillent dans ces entreprises avec des contrats très courts. Oui, c'est un problème de précarité. Mais la loi du marché est ainsi faite, et là, mon Dieu, on va pas changer radicalement les choses. Dans la restauration, par exemple, on peut avoir un coup de feu un soir, on a besoin d'un collaborateur ou 2 en plus. Bon, c'est la nature du boulot, c'est la nature du travail qui l'impose. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre, le système du bonus-malus, c'est quoi l'objectif? Parce que l'idée, elle est qu'aujourd'hui, vous me parlez de la loi du marché, sauf que la loi du marché, elle est payée par le système de l'assurance chômage. Oui, ça coûte combien d'ailleurs? Les contrats courts, c'est 7 milliards. Oui, et le système qu'on propose nous permettrait, de faire en sorte que ceux qui ont recours au-delà du taux moyen dans leur secteur d'activité au contrat court, payent une surcote, un malus, pour que ce ne soit pas l'assurance chômage qui vient compléter pendant les intercontrats le revenu des personnes, des salariés concernés, qui soit pénalisé. Et donc, c'est comme ça que nous, on propose de prendre la négociation. On a un système qui a été évalué, qui fonctionnerait, parce que, en fait, ce qu'on vise, c'est les abus.
Donc vous dites, attendez, je on résume. vise aussi les économies Bien pour le sûr. système d'assurance chômage à travers ça. En effet, il faut rappeler que ça coûte, ces contrats ultra courts, ça coûte 7 milliards d'euros, c'est vrai. Avec un déficit de l'assurance chômage qui est de 37 milliards de mémoire, à peu de choses près. Oui, la dette cumulée, elle est de 37 milliards. Le Et déficit, il est de l'ordre de 1 milliard et quelques chaque année. Et on vous demande de faire des économies. Donc si je résume, votre proposition, ce serait voilà, des règles prudentielles par métier, l'usage dans tel ou tel métier, c'est d'avoir recours au contrat court à un niveau donné. Oui. Toutes les entreprises qui passeraient au-dessus de la moyenne paieraient une pénalité, c'est ce que je comprends. C'est exactement. Ça et on a donc fait évaluer ce système et on pense qu'on est capable à la fois de limiter, parce que celles qui vont payer du malus vont avoir tendance à réduire leur utilisation des contrats courts, donc on va réduire la précarité, et parallèlement, on est capable de dégager, on a fait une évaluation de l'ordre de 400 millions d'économies annuelles assez facilement dans une négociation, si on a en face de nous des interlocuteurs qui veuillent bien entrer dans la négociation. Vous devez vous parler entre les rounds de négociation, j'imagine. Oui, bien sûr, mais... Bon, vous avez testé... alors, attendez, est-ce que vous avez testé votre scénario, là auprès, le scénario... Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Vous avez compris ce que vous venez de dire. On va voir demain ce qu'ils vont proposer. Moi, j'ai dit c'est un peu du théâtre parce qu'on négocie un peu de trop en dehors de la négociation. Hein. Je vois des annonces plus ou moins précises dans les médias. Le président du MEDEF qui, en pleine négociation, fait une interview sur une chaîne radio ou télé. Bon, il y a un peu un problème là-dessus. Hein. Donc, on sent bien que c'est quand même compliqué. On va voir demain. Je suis très dubitatif, très interrogatif. Vous n'êtes pas le seul. Vous allez écouter Laurent Berger qui était hier soir chez David Pujadas. La CFDT attend des solutions, mais des solutions qui s'attaquent non pas aux conséquences du phénomène des contrats courts, mais aux causes des contrats courts. Nous, on n'était pas loin d'une négociation qui commençait à se nouer quand le patronat, de façon unilatérale, a décidé de suspendre la négociation parce qu'il avait une parole du président de la République qui ne lui avait pas plu. Lorsqu'il est revenu la semaine dernière, on attendait qu'il ait des propositions précises. Des propositions précises sur quoi? Sur la réduction de la précarité. La réduction du nombre de contrats courts abusifs qui sont signés tous les jours, des contrats qui sont d'une journée, de quelques heures, de quelques jours, alors qu'on pourrait faire autrement. Et il est revenu totalement à côté de la plaque, avec une mesure de prime de précarité. C'est-à-dire on traite les conséquences de la précarité, mais on ne traite pas les causes. Les causes, ce sont des individus, des personnes qui, pour l'immense majorité, ont des contrats très courts avec des revenus très faibles, qui n'arrivent pas à en vivre correctement, tout simplement parce qu'on ne réfléchit pas une autre organisation du travail, une autre responsabilité des entreprises. Bon, vous avez à peu près le même avis, non, sur cette question? Oui, c'est très clair. Ce qu'il s'agit de faire, c'est limiter l'utilisation des contrats courts. Et il y a une utilisation qui est largement abusive et qui coûte à l'assurance chômage parce que l'entreprise, finalement, a cette facilité, c'est qu'elle... Vous savez, 4 sur 5 des contrats de moins d'un mois sont de la réembauche dans la même entreprise. C'est facile pour l'entreprise puisque pendant ce temps-là, le salarié va à l'assurance chômage et est indemnisé. Mais ça coûte au système de l'assurance chômage. C'est un quasi-système des intermittents, là, que vous me décrivez. Ah ben c'est à peu près ce qui se passe en réalité, sauf que ça n'est pas pris en compte, et ce que nous proposons justement, c'est avec ce système de bonus-malus, favoriser les comportements vertueux en faveur d'une stabilisation de l'emploi, de réduction de la précarité, et faire en sorte que par ce biais-là, on réalise de l'économie sur l'assurance chômage qu'on peut redégager autrement. Que se passe-t-il si vous allez au clash demain et les jours qui viennent? Moi, je suis toujours optimiste. J'espère qu'on n'ira pas au clash. Je suis dubitatif, j'espère qu'on n'ira pas au clash. Eh bien, on ne lâchera pas le morceau sur le sujet qui est de réduire la précarité. On verra. Est-ce que la tierce personne qui est le gouvernement est en capacité de reprendre les choses autrement qu'avec cette lettre de cadrage qui pose un vrai problème sur le volet économie, qui nous a ligoté un petit peu, il faut le dire aussi. Donc voilà, nous, on veut travailler sur la question des contrats courts parce que c'est une source majeure de dépenses pour l'assurance chômage et de précarité pour les salariés. Donc on veut réduire... Votre avis à vous, Yves Verrier, numéro 1 de FO, c'est que l'État veut reprendre les manettes ou pas? Ah, j'ai cru comprendre que le président de la République, le 31 décembre, avait
clairement laissé entendre qu'il allait, on allait réformer, a-t-il dit, les règles d'indemnisation. Or, nous étions en pleine négociation. C'est là que j'ai dit, laissez la liberté aux négociateurs, aux interlocuteurs sociaux, au dialogue social. On nous parle de grands débats, qu'on donne de la considération au dialogue social, à la négociation collective. Et la négociation collective, elle doit se dérouler librement entre les interlocuteurs, les employeurs d'une part, les syndicats de l'autre part. C'est parfois pas facile, c'est difficile en ce moment. Il faut que chacun soit responsable dans cette affaire. Et la tierce partie, aujourd'hui, n'aide pas, je pense. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. Le paritarisme a été une des grandes inventions sociales de la deuxième partie du XXe siècle en France. La cogestion entre le MEDEF. Alors, il y a eu des phases historiques différentes. Les patrons, le CNPF avait beaucoup collaboré, avait été engagé dans la collaboration avec l'occupant. Et puis, ils ont porté une certaine honte pendant une bonne quinzaine d'années après la libération. Le paritarisme, ça a été d'abord plutôt les syndicats ouvriers, qui étaient du côté des gagnants. Les autres étaient plutôt du côté des perdants, si je puis dire, du côté honteux de la France qui se cachait. Aujourd'hui, ce paritarisme qui a quand même construit le monde social de la dernière partie du XXe siècle, les 30 dernières années, est-ce qu'il est vraiment menacé et est-ce que c'est une exception française qu'il faudrait maintenir ? Est-ce qu'il est menacé ? Est-ce que vous y êtes très attaché ? Oui, Force ouvrière y est très attachée. On a été longtemps à la gestion de la sécurité sociale. On est à l'origine de l'assurance chômage, l'UNEDIC, l'assurance chômage Pôle emploi aujourd'hui. On est à l'origine des retraites complémentaires. Et quand on dit paritarisme, c'est un mot un peu technique. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on gère la solidarité entre les salariés. On cotise, c'est la part de salaire, ce qu'on appelait la cotisation, qu'on investit dans les systèmes de solidarité, assurance chômage, sécurité sociale, retraite, et que l'on gérait avec les employeurs d'un côté, les salariés, les syndicats de salariés de l'autre, puisque c'était notre part de salaire en termes de recettes, donc combien on cotise, et en termes de dépenses, combien on indemnise, combien on donne de pensions. Yves Verrier, pardon de vous précipiter, mais il reste une grosse minute, on va dire 2 minutes. Je voulais votre commentaire sur les primes versées par les entreprises aux salariés en France. La prime Macron a eu beaucoup de succès, c'est peut-être même un peu plus qu'un succès. On va voir les chiffres qui s'affichent à l'écran. Les entreprises ont vraiment joué le jeu. Ce qui est frappant d'ailleurs dans ces chiffres, c'est que, y compris les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne, ont abondé. Vous voyez, 532 € en moyenne. Mais quand vous regardez le détail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, ça va jusqu'à 687 €. Heureuse nouvelle ou effet d'aubaine ? Écoutez, heureuse nouvelle pour ceux qui en ont bénéficié, ça, bien sûr. Il faut s'en réjouir. C'est du défiscalisé, désocialisé. Oui. Donc, c'est des ressources en moins pour l'État. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le risque qu'on a vu là-dedans, mais on va travailler, on va bagarrer sur les négociations de salaire, c'est que ce soit un avaloir ou un acompte sur les augmentations de salaire plus pérennes du point de vue des employeurs, qu'on ait profité de l'aubaine. Alors là, pour le coup, ce sera un effet d'aubaine. Dans certaines branches, on arrive à négocier des augmentations de salaire. Dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises, c'est plus compliqué. Donc, c'est l'évaluation, il faudra qu'elle se fasse au terme. Mais bon, pour ceux qui viennent d'en bénéficier, bien évidemment que c'est plutôt une bonne nouvelle. Dernier point, les forces sociales et politiques du pays se donnent rendez-vous ce soir à Paris pour manifester contre la vague d'antisémitisme, d'actes antisémites en France. Est-ce que vous y serez ? Oui, parce que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme en particulier aujourd'hui, évidemment, est complètement étrangère à Force ouvrière. Nous les avons toujours et nous les combattrons toujours. Et donc, je serai évidemment au rassemblement pour manifester clairement mon rejet et mon combat de l'antisémitisme. Merci beaucoup Yves Verrier, merci. Dans un petit instant, vous allez voir qu'il y a quand même un lien entre les sujets. Les robots, mon emploi et moi, c'est un ouvrage publié par Erwan Tison, économiste. Alors on va se demander quel type d'emploi, d'abord combien d'emplois, quel type d'emplois peuvent être menacés par la robotisation. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant, mais rassurez-vous, le pire n'est jamais sûr. À tout de suite. Voilà, l'économiste Erwan Tison, qui est directeur des études de l'Institut Sapiens, est mon invité pour cet ouvrage, Les robots, mon emploi et moi. C'est chez Emma Édition. Il y a beaucoup d'informations. J'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai pris des notes, d'ailleurs, parce que ça m'a passionné. La robotisation, c'est un peu,
je dis bien un peu l'équivalent de la taylorisation. C'est un changement radical, un changement de paradigme pour la production, notamment. Ça change évidemment nos vies privées, mais ça change aussi les logiques de production. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de la production sera prise en charge par des machines. Je voulais savoir d'abord quel est l'état des lieux. Aujourd'hui, où en est-on exactement? Erwan Tison. Alors en France, on a à la fois un discours anxiogène qui est assez omniprésent. Quand j'ai eu l'occasion de recueillir pas mal de témoignages pour réaliser ce livre-là, la plupart des gens en fait ont extrêmement peur dès que vous leur parlez de robots ou d'intelligence artificielle. Ça tient à une chose très simple, c'est que la seule fois où on leur a parlé dans le débat public, c'était lors de la campagne présidentielle. Un seul candidat l'a fait sous le prisme de les robots vont vous piquer votre emploi. Vous allez tous être au chômage demain, donc il faut absolument instaurer une taxe sur les robots et un revenu universel. Ce qui était au fond un débat assez logique, assez intéressant sur l'avenir du travail, mais qui était vu sur le prisme anxiogène. Et la deuxième cause, c'est le fait qu'en France, des robots, on n'en a pas beaucoup. On n'est qu'au 14e rang de l'OCDE en termes d'équipement des robots, ce qui fait que les robots, au final, à part votre autocuiseur dans votre cuisine, sont assez absents de votre quotidien. Oh, il y en a dans ma voiture. Vous en avez dans votre voiture, dans votre téléphone, vous en avez, vous en avez partout. Il y en a beaucoup quand même. La robotisation, il y a peut-être un problème de vocabulaire. Il y a un problème de vocabulaire. Les robots, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est la puissance digitale au service des consommateurs aujourd'hui. Après tout, avec ce petit outil qu'on utilise tous les jours, on utilise un robot, non? Exactement. C'est bourré d'intelligence artificielle. La plupart des smartphones aujourd'hui, savez-vous qu'ils sont plus puissants que les ordinateurs qui ont envoyé les premiers hommes sur la Lune. C'est ça. Et nous, on l'utilise pour jouer à Candy Crush. C'est marrant la différence. C'est le paradoxe. J'ai extrait une phrase, une citation de votre ouvrage que je voudrais qu'on commente ensemble. On est engagé dans ce phénomène et vous dites que cette révolution, elle va impacter 55% des emplois hors grandes zones urbaines qui seront détruits par la révolution numérique, 37% à Paris. Au final, donc, vous dites qu'une partie des emplois est menacée. Alors, je le disais tout à l'heure, le pire n'est jamais tout à fait sûr. Comment est-ce qu'on rentre dans ce monde-là? Il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'on a d'abord les bons outils de formation pour utiliser correctement ces robots, pour réduire la pénibilité, améliorer la qualité des emplois? Alors, déjà, pour tout ce qui concerne notre matrice de formation, il faut savoir que, quelque part, on ne va pas la choisir, la robotisation, on ne va pas choisir la vague. La vague, elle arrive. Et il faut savoir que dès qu'une technologie peut remplacer l'être humain, sur un secteur, l'être humain sera remplacé quoi qu'il arrive. On voit l'exemple avec les caissières, les taxis, les voitures autonomes, les manutentionnaires, etc. Donc, du coup, les outils de formation, ce qu'il faut se poser, c'est où est-ce que ça sert à rien de continuer à former des jeunes? Quand je vois qu'on envoie plusieurs dizaines de milliers de jeunes chaque année en formation pour devenir comptables et que le cœur de leur formation, ça reste de faire des comptes en T et des journaux comptables quotidiens, je me dis qu'on envoie ces jeunes-là au casse-pipe parce qu'on les prépare pas du tout justement à l'avenir. Quand vous avez des responsables politiques qui disent, comme c'était le cas il y a pas très longtemps, face à des caissières qui de tous perdent leur emploi sous l'effet de la robotisation, ne vous en faites pas, l'État sauvegardera votre emploi. Il y a quelque chose de criminel quelque part parce qu'on fait croire à ces gens-là qu'ils pourront continuer dans la logique actuelle sans se former à continuer à exercer leur métier. Or, il faudrait avoir un discours très simple, c'est de dire effectivement, vous êtes en concurrence avec un robot, une intelligence artificielle ou une machine quelconque, à nous de faire en sorte de vous former. Et le système de formation qu'on a actuel, notamment de formation tout au long de la vie, de formation professionnelle, n'est pas encore optimal là-dessus. Avec la réforme, ça tend à transformer. Alors, vous dites, là, en substance, la robotisation, c'est aussi l'affaire de la data, les données. Tous les métiers, il y a beaucoup de métiers, quand on fait le tour, qui sont des métiers de données. Vous avez cité les experts comptables, les banques, les compagnies d'assurance. Pardon de le dire comme ça, mais un algorithme calcule mieux les risques dans une compagnie d'assurance qu'un individu. Et on utilise d'ailleurs déjà des algorithmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces métiers? Est-ce qu'on va requalifier les collaborateurs? Prends l'exemple des banques. Dans les banques, il y a en France un réseau bancaire d'agences dans les territoires qui est probablement un des plus denses d'Europe. On ne va pas continuer à garder des gens derrière le comptoir si c'est simplement pour utiliser un ordinateur, alors que finalement, comme pour la réservation d'un billet de train, le consommateur sait le faire lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire de ces salariés? Oui, en plus, moi, je fais partie d'une génération, ça fait 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une banque, mais je la consulte tous les jours sur mon smartphone. Ouais. Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de salariés? Il y a 2 réponses à ça. La première, c'est une réponse interne à l'entreprise. Je reprends l'exemple du comptable, on peut prendre l'exemple du banquier. Vous avez des transformations qui s'opèrent en fait à l'intérieur même de l'entreprise. Beaucoup de comptables sont en train de devenir analystes financiers, conseillers en stratégie, conseillers en gestion. C'est mieux au final, parce que au final, c'est qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a une réémergence quelque part des métiers humains, où le
contact humain, justement, doit être important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, les métiers qui continueront à exister demain, c'est les métiers que la machine sera incapable de faire. Petite anecdote là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, au Japon, un hôtel à Enma, qui a été entièrement robotisé, a licencié la moitié de ses robots, parce que justement, les clients demandaient quoi ? Demandaient un contact humain. Bien sûr. Donc, l'incarnation, enfin, le commerce, les services, c'est quand même un moment, l'incarnation. On a envie de rencontrer quelqu'un. On a besoin de discuter avec quelqu'un, on en a besoin de ce contact humain-là. Par contre, du coup, ça va pas être le cas partout. Effectivement, il y a beaucoup d'agences qui vont fermer, mais beaucoup de banquiers qui vont se transformer vers d'autres métiers. Donc ça, c'est le cas d'une mutation interne. Ensuite, il y a la mutation externe, et qui est basée sur quoi ? Sur une analyse par compétences. Je prends un exemple que j'ai pu voir dans mes recherches pour le livre. Le métier de caissière, par exemple. Le métier de caissière, aujourd'hui, c'est le premier en ligne de mire en termes de disparition, et c'est souvent occupé par des personnes qui sont non qualifiées. Figurez-vous que pas mal d'entreprises, notamment un DRH que j'ai rencontré, m'a dit que lui, les commerciaux qu'il recrutait, c'était pas des jeunes de 20 à 30 ans qui sortaient des grandes écoles de commerce, mais des caissières sans diplôme, sans qualification, qui avaient 30 ans de métier. Pourquoi ? Parce qu'il me dit, une caissière, c'est quelqu'un qui peut rester 8 heures d'affilée derrière une caisse en étant avec une patience et une capacité de résilience énorme, et qui surtout arrive à observer et à comprendre les habitudes de consommation des personnes. Et les expériences qu'il avait... ça, c'est une compétence. Et ça, c'est une compétence. Ouais. Mais c'est une compétence qui aujourd'hui n'est pas valorisée. C'est pour ça que notre système de formation professionnelle aujourd'hui est complètement désuet, parce qu'on se focalise uniquement sur le diplôme, sur la qualification et pas sur la compétence. Et figurez-vous que cette expérience-là, il avait vu qu'en fait les différentes caissières avaient environ 20% de réussite en plus au métier de commercial que les meilleurs commerciaux formés avec une expérience. C'est assez contre-intuitif ce que vous décrivez. Mais c'est contre-intuitif, mais parce qu'on se focalise uniquement sur la qualification et sur le diplôme. C'est surtout ça le problème. Alors vous dites, il y a des métiers qui sont en voie de robotisation. Il y a le cas de la digitalisation du métier, il y a le cas d'amélioration du métier, c'est-à-dire qu'on convoque en quelque sorte la force du digital pour améliorer peut-être le confort de travail et puis aussi la performance des collaborateurs. Et puis il y en a pour lesquels, il y a des métiers pour lesquels il n'y aura aucun impact. Lesquels ? Alors c'est par exemple le métier de jardinier. Le métier de jardinier aujourd'hui, c'est un métier, effectivement, vous pouvez avoir certaines petites améliorations par quelques machines, mais le métier en fondement ne va pas beaucoup changer. Avant, j'étais avec vos maquilleuses, qui sont d'ailleurs d'excellentes professionnelles. Leur métier ne risque pas de beaucoup changer sous l'effet de la robotique. Je vous interromps sur le jardinier. Grâce au digital, aujourd'hui, dans les métiers de l'agriculture, on est capable de mesurer le besoin du foncier, de la terre, pour tel ou tel intrant. C'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser, au fond, quelques fonctions qui sont des fonctions digitales, de capture de données, qui permettent aux professionnels de mieux faire son job. Exactement. C'est pour ça que le fond même donc là, ça va plutôt être une aide. C'est pour ça que le jardinier est un peu à cheval entre les dernières catégories. Ouais. Mais ça va plutôt être une aide périodique sur une partie du métier pour l'optimiser dans certains pans, mais pas un remplacement de la tâche même du jardinier. D'ailleurs, ça avait été... pourquoi j'ai pris l'exemple du jardinier ? Parce que ça avait été théorisé par un futurologue américain dans les années 80 qui s'appelait Hans Moravec, qui avait fait en fait cette assertion-là et cette prédiction-là en disant que l'intelligence artificielle demain remplacera beaucoup plus facilement un neurochirurgien qu'un jardinier. Pourquoi ? Parce qu'elle est capable de remplacer des compétences qu'on peut programmer dans une machine et pas celles qui sont de l'ordre du tacite, celles que je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Est-ce qu'on va aller par exemple vers de la médecine prédictive ? Mais ça existe déjà. Aujourd'hui, vous avez par exemple Google qui aujourd'hui lance des algorithmes et des intelligences artificielles qui sont capables de déceler des cancers à partir de radio avec 10, 20, 30 points de réussite de plus que certains médecins. Et en un temps, mais on ne va pas supprimer les médecins pour autant. On ne va pas supprimer les médecins. Les médecins vont pouvoir s'adosser à ces bases de données qui vont améliorer probablement le diagnostic et le traitement. Mais non seulement ils vont pouvoir, mais je pense que plus tard, ils vont être obligés de le faire. Quand vous êtes dans un système de sécurité sociale comme celui de la France qui essaie de tout baser sur l'efficacité, si vous allez voir votre médecin généraliste et que derrière vous avez un médecin généraliste aidé d'une intelligence artificielle qui a 10 points de réussite de plus dans votre diagnostic de vos différentes maladies, la Sécu, qu'est-ce qu'elle dira ? Vous allez voir le médecin qui est aidé de l'IA parce qu'il y a une plus grande efficacité dans le diagnostic. Ce que je retiens donc, c'est que pour vivre dans ce nouveau monde, il faut être qualifié. Vous dites, en substance, ce sont les métiers. Il y a quelques exceptions. L'exception des caissières, c'est tout à fait passionnant. Mais dans les métiers non qualifiés, on est évidemment ubérisable par le robot. Exactement. Et par contre, le plus gros souci qu'il y a justement alors, tous les métiers qualifiés sont pas protégés. Vous avez des métiers très qualifiés. Je citais l'exemple du neurochirurgien. Aujourd'hui, vous avez ça reste encore marginal comme technologie, mais vous avez des petits robots qui sont capables de le faire et qui seront à terme, quand ils seront matures, pouvoir le faire. En tout cas, pas avant 20 ou 30 ans. Mais par contre, ce qui est intéressant et ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage-là, c'est que le risque qu'on a dans un premier temps de cette vague technologique-là, c'est surtout d'accentuer les différentes différences et disparités qu'il y a dans notre pays. On voit que les principaux qui sont robotisables, c'est-à-dire
c'est-à-dire transformés tout simplement par un bras articulé, sont les moins qualifiés, qui vivent dans les territoires et qui ont les salaires les moins élevés. A contrario, ceux qui sont le plus améliorés, qui vont tirer le plus profit de ces technologies-là, sont les plus qualifiés, vivant dans les villes. Alors ça, c'est une situation qu'on ne peut pas accepter, bien sûr. Enfin, en tout cas, il faut des mesures correctrices. On va au contraire, donc là, vers une rupture, enfin une fracture encore plus forte entre les territoires. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre, à votre avis? Alors, il y a trois leviers. Le premier, du coup, il y a la question de la formation. Je pense vraiment que c'est on l'avait écrit à l'Institut Sapiens quand la réforme était sortie. C'est la mère des batailles. Mais c'est l'éducation. Vous voulez dire qu'il faut en parler, y compris à l'école? Il faut en parler dès le début. Déjà, il faut avoir un discours de vérité par rapport justement à la révolution qui est en train de se passer. Il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas écouter les hommes politiques qui vous diront « je vous protégerons de ça ». Savez-vous qui a dit la technologie est tellement puissante qu'aucune technostructure politique ou législative pourra l'empêcher ou la restreindre. C'est Karl Marx. Oui. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est aujourd'hui les adeptes de Karl Marx, justement, qui vous disent non, on va empêcher la technologie d'arriver. Il ferait mieux de relire un petit peu leurs prédécesseurs. Mais donc, du coup, déjà, il faut avoir un discours de vérité en disant cette technologie arrive, cette vague arrive, ça ne sert à rien de vouloir essayer de l'empêcher. Deuxièmement, se former, mais pas avoir une approche uniquement par le diplôme, mais surtout par la compétence que je peux déployer. Et si possible, une compétence qui soit complémentaire de ce que est capable de faire la machine. Ensuite, il faut qu'on... Ça, c'est le caractère non substituable. C'est le caractère non substituable. L'humain, là où il ne peut pas être remplacé par la machine. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut développer. C'est absolument ça qu'il faut développer. Et là, pour ça, il faut mettre tout le monde. Il faut que ce soit une prise de conscience de la formation de la maternelle, mais jusqu'à votre mort, parce que notre éducation nationale, enseignement supérieur et formation professionnelle, aujourd'hui, ne sont pas du tout là-dessus. Aujourd'hui, on a une approche uniquement par diplôme et pas du tout une approche par compétence. Il faut transformer ça parce que sinon on se retrouvera avec des actifs qui sauront faire exactement la même chose qu'une machine mais 10 à 15 fois moins rapidement et pour plus cher qu'une machine. Rappelons par exemple un exemple que je cite dans le livre, le cas des chauffeurs de taxi. Quand la navette autonome lancée par une entreprise française qui s'appelle Navia a été testée sur les routes françaises, on était en plein conflit VTC-taxi. Les taxis étaient encore... ne prenez pas du tout en compte cette nouvelle technologie-là, mais encore à demander au gouvernement de les protéger contre les VTC en se disant de toute façon la voiture autonome n'existera pas. Mais le chauffeur de taxi autonome, l'intelligence artificielle ne dort pas, ne va pas aux toilettes, ne mange pas et surtout n'a pas besoin de salaire. Donc quand vous allez avoir un porte-maillot aéroport d'Orly pour 50 € en taxi ou pour 10 € avec une voiture autonome, le consommateur fera son arbitrage. Donc ça ne sert à rien de continuer à se former. Sauf s'il est très solitaire. S'il a envie. Mais figurez-vous que je suis sûr que vous serez occupé de super intelligence artificielle qui pourront vous faire la conversation tout au long du... Bon, il y a une partie de votre ouvrage qui est quand même un peu inquiétante. Vous dites que le taux de chômage pourrait augmenter dans des proportions qui sont dramatiques. Vous parlez de 10 millions, j'avais noté, c'est ça, 10 combien 10 millions d'emplois menacés, c'est ça d'actifs menacés. Alors ça, c'est le scénario catastrophe. Mais sachant ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que toute révolution industrielle, pour chaque emploi on a une révolution industrielle à peu près tous les 50-60 ans, liée à une technologie, qu'elle soit marginale ou puissante. Et il faut savoir qu'à chacune de ces révolutions industrielles-là, pour chaque emploi détruit, on a eu 2 emplois qui sont créés. Et moi, ce que je dis... C'est ça, c'est cette pédagogie qu'on ne fait pas. Mais on ne le fait pas, pourquoi ? Parce que ce n'est pas vendeur politiquement. Parce que politiquement, si on dit laissez faire le marché et de toute façon, pour chaque emploi détruit, il y aura 2 emplois à créer, à quoi sert l'homme politique dans ces cas-là ? Et c'est malheureux. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on a ce discours anxiogène aujourd'hui et qui est omniprésent. Mais qui aurait imaginé il y a 15 ans que le métier le plus important pour les grandes entreprises dans les secteurs du marketing et de la stratégie communication, c'était le poste de community manager. S'il y a 15 ans, Pascal, je vous aurais dit, vous payerez des mecs de 30 ans 4-5 000 € par mois pour passer leur journée sur Facebook. On aurait rigolé au nez. Et aujourd'hui, c'est des réalités de marché. C'est la réalité. Exactement. C'est absolument la réalité. Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres ? Est-ce que l'approche que vous décrivez, au fond, on comprend bien le produit un peu de notre modèle français, il y a une technostructure, le monde est éternel, les situations, les statuts ne sont pas négociables. Ça, c'est une façon de traiter cette révolution, mais c'est probablement la façon la plus tragique de la traiter parce qu'on ignore la réalité. Est-ce qu'il y a des pays où on voit cette réalité de façon différente et où on cherche à s'y adapter? Vous avez par exemple la Corée du Sud, Singapour, même un petit peu l'Allemagne. On nous parle souvent de la Corée du Sud, mais ça ne me plairait pas d'être coréen du Sud. Non, on travaille 2500 heures par an.
on vit une vie dédiée à l'entreprise et à la nation. Enfin, c'est pas exactement un truc très français. C'est le problème de la comparaison, c'est qu'on voudrait prendre certains pans et pas tous. Ça. Mais si on regarde certains pays qui ont embrassé justement cette révolution robotique-là, c'est des pays qui ont un taux de chômage qui est relativement faible. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une production sur votre territoire faite grâce à des robots, vous créez beaucoup d'emplois indirects et surtout vous réduisez vos importations. Donc ce qui permet en fait d'inonder votre économie nationale de votre revenu national. Donc ce qui permet de créer beaucoup d'emplois annexes. Voilà, Erwan Tison, Les robots, mon emploi et moi, c'est chez MA Édition. Ça marche bien ? On est à un deuxième tirage déjà. Là. Bon, écoutez, bravo. Il faut le lire pour être un enfant du 21e siècle. Hein. C'est vous qui l'avez dit. Oui, c'est moi qui le dis, merci, en Pascal. effet. Bon, Arlette Chabot, bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas un robot. Non. Je clique. Oui. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à prendre l'antenne après les 2 heures d'antenne que vous avez consacrées à l'actualité forte du jour. J'imagine que ce sera le contenu du débat. Exactement. L'antisémitisme, rassemblement ce soir un peu partout en France et aussi à Paris, avec un président de la République qui s'est rendu tout à l'heure dans un cimetière où il y a des tombes juives qui ont été profanées. Bref, tout ça fait un climat. L'unité nationale est-elle possible autour de la lutte contre l'antisémitisme ? Nous en parlons avec Françoise Degois et Jean-Luc Manot. Voilà le débat, comme chaque jour sur LCI, autour d'Arlette Chabot. Merci de votre fidélité à Périscope et à demain.